Parlez-moi de toi, le podcast qui va à la rencontre de celles et ceux qui font l'étanchéité par Étanchéité Info. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode de Parlez-moi de toi, nous accueillons aujourd'hui Aurélien Sollet. Bonjour Aurélien. Bonjour Adeline. Vous êtes dirigeant de l'entreprise SEV basée à Cervon en Seine-et-Marne que vous avez créée en 2012. Alors, on peut dire que votre parcours n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, avec un peu d'indécision au départ et quelques aléas ensuite, on y reviendra. Mais vous en avez tiré des convictions et des principes qui vous permettent aujourd'hui de mener votre barque avec succès. Vos mots d'ordre, ça pourrait être rigueur et qualité, qui se traduisent notamment par un très faible recours à la sous-traitance. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix ? Oui, alors moi je viens plutôt de région. J'ai travaillé dans des entreprises qui avaient une forte masse salariale. J'ai pu voir la qualité de réalisation, l'engagement des collaborateurs. Et puis je me suis déplacé sur Paris et là effectivement j'ai plutôt travaillé dans des entreprises qui sous-traitaient énormément, pas du tout le même système. Pour le coup, beaucoup moins de ratio qualité, je trouvais, en fin de chantier. Ça m'a posé problème parce que je trouvais qu'on perdait cette compétence interne et ce savoir-faire. Et c'est ça qui m'a poussé quelque part à monter mon entreprise en 2012. Une masse salariale en propre a forcément un coût plus élevé que des sous-traitants sur lesquels on peut réussir à négocier les prix quelque part. Donc on connaît notre prix plancher parfaitement. Ça nous permet effectivement de savoir jusqu'où on est capable d'aller. Donc c'est plutôt intéressant commercialement. Mais également, ça nécessite d'aller chercher plutôt des chantiers très techniques qui nous permettent de valoriser notre main-d'œuvre et de montrer notre savoir-faire. D'autant plus que vous êtes étancheur et bardeur. Hein. Oui, tout à fait. On est étancheur bardeur et on fait aussi de la couverture. On essaye de pousser même vers une offre complète de l'enveloppe avec des réflexions sur du ravalement et de la menuiserie aluminium. Les chantiers, donc c'est un terrain que vous connaissez bien, hein, vous avez pas mal pratiqué. C'est comme ça que vous vous êtes formé même quand même, parce qu'au départ, le bâtiment, c'était pas forcément une vocation. Non, tout à fait. Mon père avait une entreprise dans l'étanchéité également. J'ai commencé très tôt à travailler l'été sur les chantiers pour gagner un peu d'argent. C'est un milieu qui m'a beaucoup plu parce que beaucoup de valeurs humaines, beaucoup d'engagement, beaucoup de plaisir à travailler. Bon, il y a des moments moins agréables que d'autres, hein, on va pas se mentir, en plein hiver, c'est quand même beaucoup moins agréable. Mais ça restait techniquement très intéressant, beaucoup d'échanges, beaucoup de travail. Derrière, effectivement, je me suis pas trop dirigé vers le bâtiment et puis finalement, ça m'a un peu rattrapé quand j'ai fait mes recherches dans les études. Et j'ai fini par faire un BTS enveloppe du bâtiment spécialisé en étanchéité. Et donc en fait, vous êtes passé un peu par tous les postes qu'on peut occuper dans une entreprise d'étanchéité, presque. Oui, tout à fait. J'ai commencé donc sur le chantier très jeune, puis pendant mon BTS, j'ai fait du dessin d'abord, donc dessin technique. Ça m'a permis de maîtriser un peu plus les DTU, les connaissances, les compétences. Puis derrière, on est passé sur du métré et du devis. Et j'ai terminé en tant que conducteur de travaux, enfin, aide-conducteur de travaux, puis conducteur de travaux, et chargé d'affaires en dernier poste avant de créer mon entreprise. Qu'est-ce que ça vous a apporté justement d'avoir cette connaissance du panel en fait, de ce qu'il faut faire pour faire tourner une boîte d'étanchéité ? Alors, avant de faire tourner une boîte d'étanchéité, je pense que pour tout conducteur de travaux, connaître l'intégralité du panel des postes qui lui permettent d'arriver à lui générer du travail, c'est extrêmement important puisqu'un conducteur de travaux va, à un moment ou à un autre, faire du dessin, devoir connaître la technique, devoir travailler aussi sur des travaux supplémentaires, des devis, et toute cette partie-là, cette compréhension des déboursés, du montage d'un devis, elle va être extrêmement importante pour un conducteur de travaux et bien évidemment pour un chef d'entreprise dans ce domaine par la suite. Et alors justement, en tant que chef d'entreprise, vous avez connu quand même des périodes difficiles qui vous ont finalement apporté, au bout du compte, ça s'est bien terminé. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Alors, on a créé en 2012, on a eu une croissance relativement maîtrisée. On est monté par palier. On a commencé par faire 1 million, puis 3, puis 5. Et puis en 2018, on a eu l'opportunité de faire un très gros chantier. On s'est dit, bon, allez, on y va. On est monté à 7 millions. Malheureusement, le chantier a beaucoup décalé. Étant en main-d'œuvre propre, j'avais beaucoup embauché. Donc, je me suis retrouvé avec plusieurs collaborateurs qui n'étaient pas occupés comme ils auraient dû l'être.
Déjà, ça m'a coûté quand même relativement cher. Derrière, le chantier a pris du retard sur les démarrages, sur l'exécution. On s'est retrouvé avec des blocages de fonds par la maîtrise d'ouvrage. Et tout ça nous a conduit en début 2020 à se placer en redressement judiciaire pour protéger l'entreprise, protéger nos collaborateurs et surtout protéger nos créanciers qui, malheureusement, ont été effectivement un peu lésés sur un temps court pour le remboursement de leurs dettes. Mais ça nous a permis de nous redresser, de mettre en place un plan de redressement qui perdure depuis fin décembre 2020 et sur lequel on rembourse nos dettes sur une période de 10 ans. Cette période-là a été un peu compliquée, que ce soit surtout moralement, parce que pour un chef d'entreprise, quand vous perdez les rênes de votre entreprise, que vous avez un administrateur qui se met à tout contrevalider, à tout gérer, il faut quand même réussir à le supporter parce que vous redevenez quelque part salarié, ce qui n'était pas forcément la vocation d'un chef d'entreprise. Malgré tout, ça nous a permis de nous repositionner, de réfléchir à nos process internes. On s'est rendu compte que ce qu'on faisait depuis très longtemps était la bonne méthode sur le fond, c'est-à-dire que d'avoir nos collaborateurs, d'avoir nos ouvriers, etc., c'était clairement une bonne méthode. Par contre, sur la forme et la mise en œuvre de ces compétences, on n'était pas forcément très bon. Donc, on a remis beaucoup de process. On a mis beaucoup de challenges à nos collaborateurs. On suit tout ce qu'ils génèrent comme chiffre, tout ce qu'ils doivent générer comme production à la journée, à la semaine, au mois. Et ça nous a permis de retrouver de la rentabilité. Aujourd'hui, on est une entreprise qui est saine, qui est très rentable et de collaborateurs qui peuvent en profiter au même titre que tout le monde. Oui, du coup, vous avez tout réorganisé. Donc, vous disiez les process, mais vous avez aussi mis en place des règles, un peu des règles d'or. Alors, nos règles d'or, on les a toujours eues. C'est un peu, on les fait évoluer, mais on les a depuis la création de l'entreprise. C'est un peu notre base. Alors, on en a 8. On essaye d'en créer des nouvelles. On y réfléchit en permanence avec nos collaborateurs. C'est des règles techniques, hein. C'est des règles techniques, oui, tout à fait. L'idée, c'est de proposer à nos clients et à notre assurance des règles qui nous permettent de maintenir un très haut niveau de qualité et un niveau de sinistralité qui est très proche de zéro aujourd'hui. Et donc, ça touche quoi? Quelques exemples là. Alors, on a commencé à travailler très tôt sur nos règles de couvertine, par exemple, puisque on a quand même un creux technique là-dessus et on en avait besoin, donc on l'a mis en œuvre. On a des solins qui sont un peu particuliers, avec un trait de scie, par exemple, derrière le joint silicone qui nous permet d'éviter le décollement du joint et ce qui a généré une baisse de sinistralité très, très importante sur nos étanchéités, puisque plus de décollement de relevé derrière. Des platines EP spécifiques, un pare-vapeur qui est 100% étanche, voilà, quelques garanties comme ça qui nous permettent commercialement de travailler mieux avec nos clients aussi, puisqu'ils se rendent compte que finalement, quand ils ont travaillé avec nous, c'est un peu différent de travailler avec les autres. Les réceptions se passent mieux et surtout la durée de vie du bâtiment est largement renforcée, puisque pas de sinistralité. Et nous, on ne vise pas 10 ans, on vise 20 ans, 30 ans. Enfin, voilà. On veut livrer à nos clients un ouvrage de qualité qui dure. Ces expériences, hein, bonnes ou mauvaises, ces règles d'or et les aléas d'une vie d'entreprise, vous avez décidé un peu de partager avec vos confrères, notamment au sein de la Chambre syndicale de l'étanchéité. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous impliquer? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes président de la commission innovation et trésorier depuis peu, il me semble. Oui, tout à fait. Ça n'a pas été immédiat. Alors, mon père m'avait poussé à aller à la chambre syndicale parce qu'effectivement, lui, il y était depuis des années. Il m'avait dit, écoute, c'est quand même bien d'y être. Donc, je m'étais inscrit, j'avais suivi un peu, mais de loin. Et puis, en 2020, après le redressement, qui a été quand même très, très dur à vivre, vous vous retrouvez la tête dans le guidon à ne faire que de l'entreprise, à rattraper tout ce que vous pensiez avoir délégué. Et bien, ça m'a fait du bien de sortir un peu de tout ça. Et c'est vrai que la chambre syndicale, ça a été un peu une échappatoire. J'ai pu retrouver d'autres chefs d'entreprise qui avaient vécu pas forcément la même chose, mais qui vivaient aussi des difficultés. Ça m'a permis d'échanger avec eux, de revoir aussi mes process parce qu'ils avaient des idées, plein de super idées d'ailleurs. Et donc pendant 1 an, 2 ans, j'ai plutôt profité de la chambre syndicale pour me reconstruire. Et reconstruire ma société. Et aujourd'hui, c'est plutôt pour partager mon expérience avec mes pairs et puis essayer de faire évoluer la profession, de faire évoluer mes confrères. L'idée, c'est que si on avait tous le même niveau d'exigence, eh bien, on vendrait tout ça beaucoup mieux et on aurait des clients bien plus contents.
Votre entreprise, évidemment, elle est très importante pour vous, parce que vous en rêvez un peu la nuit, non? Presque. Oui, beaucoup. En rêve ou en cauchemar, ça dépend des moments. Mais oui, c'est forcément une grosse part de la vie d'un chef d'entreprise, au même titre que sa famille. Mais je crois qu'il faut quand même pas tout. Il faut pas que ça prenne la totalité de la place. Donc, c'est vrai que moi, j'ai une vie de famille bien remplie et j'essaie d'y consacrer une bonne part de ma vie. Aujourd'hui, comment est-ce que vous définiriez justement les métiers de l'étanchéité? Alors, c'est des métiers complexes qui sont toujours en développement. C'est ça qui est très intéressant. C'est que moi, ça fait quand même maintenant une bonne vingtaine d'années que j'y travaille. Et chaque année, on apprend des nouvelles choses. On voit des nouveaux systèmes qui sortent. Nos industriels sont extrêmement forts là-dessus en plus. Voilà. Et puis, on vit une période particulière au niveau de la transformation de notre métier avec tout ce qui va être écologie, réemploi, etc. Et c'est assez vivant, enfin, même très vivant et très agréable à vivre. C'est un peu l'avenir, en fait, hein, justement, tout ce qui est installation de procédés de production d'énergie, végétalisation, etc. Alors, tel qu'on le voit aujourd'hui, en tout cas, les pouvoirs publics nous poussent à le faire et clairement, l'environnement fait qu'on va y être contraint. Maintenant, l'avenir est tellement incertain et il y a tellement de mouvements qu'on verra si c'est l'avenir ou non. Mais en tout cas, à aujourd'hui, c'est un gros vecteur de développement pour les entreprises. Ça amène des nouvelles compétences, des compétences qui ne doivent pas nous échapper en tant qu'entreprise étanchéité, parce qu'effectivement, on est toujours un peu bataillé par nos confrères des autres lots qui veulent récupérer ces lots-là, mais on oublie souvent qu'on est un métier, ou du moins un corps d'État extrêmement complexe, qui a des règles très particulières, et tout le monde ne peut pas intervenir sur nos ouvrages à risque de se retrouver avec des fuites et des dégradations très importantes dans le bâtiment. Et ça sera le mot de la fin, hein. On laissera réfléchir sur la question. Merci Aurélien d'avoir été avec nous. Merci à tous et à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Parlez-moi de toi, un podcast d'Étanchéité Info, le média dédié à l'étanchéité et l'isolation, à retrouver aussi sur étanchéitéinfo.fr et sur LinkedIn.